Aujourd'hui, c'est le 7e live que je propose pour WaterTrek. C'est un sujet que vous m'avez réclamé sur les cosmétiques et plus précisément les différents impacts des cosmétiques, donc savon, shampoing, dentifrice, etc., sur les environnements aquatiques. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de silicone, de perturbateurs endocriniens, d'emballage plastique, etc. Mais quel est vraiment l'impact de tous ces cosmétiques sur nos milieux aquatique. Et comme vous l'avez remarqué, cette semaine encore, je ne suis pas seule pour parler de cette thématique. Je suis avec la comédienne Laetitia Saïko. Merci de m'avoir invitée. Merci à Séverine d'ailleurs qui a fondé WaterTrek, dont je suis le travail depuis des années. Et voilà, c'est une super initiative sur tout ce qui touche l'eau, les océans. Voilà, donc je suis ravie Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Du coup, première question, est-ce que tu sais combien de shampoings sont vendus par jour en France? Alors, les nombres, c'est pas mon truc, mais combien de shampoings sont vendus Eh bien, on considère qu'il y a environ 531 000 flacons de shampoing qui sont vendus par jour. Exactement, en plastique, donc ce qui est vraiment énorme. Et du coup, ça nous amène à la problématique qu'on va traiter aujourd'hui. Les cosmétiques vont générer 2 types de pollution. La première, c'est une pollution qu'on va dire chimique. Et puis la deuxième, c'est la pollution plastique. Et c'est vrai que quand on voit l'ampleur ne serait-ce que de la consommation en bouteilles de shampoing, on se dit que les pollutions générées, elles vont être vraiment non négligeables. D'où le fait que ce sujet et la notion de zéro déchet et de do it yourself. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que tu es là ce soir. Hyper sensible. Et c'est vrai que... Oui, je fabrique mes cosmétiques, pas tout, mais pas mal de choses sans Exactement, emballage. On va en parler. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait un autre live aussi que sur les emballages plastiques. Alors, du coup, je disais tout à l'heure qu'on a quand même 2 types de pollution. On a une pollution chimique et une pollution plastique. Avant de connaître vraiment les différents types de pollution, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la première partie des polluants, elle va être liée à la fabrication même du produit. C'est-à-dire qu'on a quand même une grande partie de nos produits de cosmétiques qui sont issus de ce qu'on appelle la pétrochimie. Tous les dérivés du pétrole, exactement, les méchants. Et cette pollution, finalement, elle va se créer dès l'extraction même du pétrole. Puis après, il va y avoir toute la problématique de son acheminement, son transport, etc. Et puis son traitement. Donc, ne serait-ce que par la production de nos cosmétiques, on va avoir une forte émission de CO2, une pollution, donc CO2 dioxyde de carbone, une pollution des sols et puis une pollution de nos nappes phréatiques qui nous servent aujourd'hui à nous approvisionner correctement en eau potable. Donc là, on a quand même des pollutions vraiment pas drôles et multiples, en effet. Mais même si on a une grosse part des pollutions qui est dans la fabrication du produit, la majorité de cette pollution, elle est sur l'utilisation de nos produits. Il faut savoir que les cosmétiques, c'est des produits qu'on va rincer la plupart du temps, soit nos gommages, nos dentifrices, shampoing, gel douche, etc. C'est des produits qu'on va utiliser puis qu'on va rincer. Et donc, les particules polluantes, elles vont suivre le même chemin que toutes les pollutions domestiques, c'est-à-dire qu'elles vont aller via le traitement des eaux usées. Et donc, une fois rincés, finalement, nos produits vont circuler dans les canalisations jusqu'à la station d'épuration. Et alors, on avait déjà un peu parlé de ce procédé dans les autres lives, mais pour rappel, une fois que l'eau usée arrive dans la station d'épuration, elle a une première phase, qui est la phase de dégrillage. Est-ce que tu vois un peu ce que c'est que cette phase de dégrillage? J'imagine que c'est peut-être enlever les matières. En fait, c'est la phase qui nous permet d'enlever les déchets. Je suis meilleure au C'est exactement ça. En fait, c'est dans cette phase-là, typiquement, que nos lingettes, par exemple, que beaucoup de personnes utilisent, vont se retrouver coincées. Voilà, exactement. Qui utilise des lingettes? Donc, ça, c'est le problème des lingettes. En fait, elles vont se coincer dans cette phase-là de dégrillage et boucher tout le processus de la station d'épuration. Donc, voilà, c'est la première phase. Et puis, après, viennent les autres phases de dessablage. On va retirer le sable de notre eau usée, on va retirer la boue, etc. Et on termine avec la phase qu'on appelle de traitement biologique. Et cette phase, en fait, on insère des bactéries dans l'eau qui vont permettre de traiter les hydrocarbures, les mauvaises bactéries, etc.
Et ensuite, on va retirer ces bactéries insérées et l'eau traitée pourra repartir dans le circuit courant. Mais le problème avec nos cosmétiques, c'est que la station d'épuration ne peut pas gérer les polluants qui sont à l'intérieur. Donc l'eau va arriver et puis elle va être traitée et elle va repartir avec les mêmes polluants. Donc finalement, c'est comme si elle n'était jamais passée par la station d'épuration. Ouais. Et tous les Exactement. perturbateurs endocriniens. Et ben, c'est typiquement la transition. Merci Laetitia. Ouais. Du coup, c'est ce qu'on appelle la pollution chimique. Et donc, à titre d'exemple, moi par exemple, c'est vrai qu'il y a encore peu de temps, je ne le savais pas, mais on utilise beaucoup de pesticides de synthèse dans nos cosmétiques. Et donc, ces pesticides, ils vont avoir un impact. Alors, les pesticides, ils vont servir beaucoup à la conservation, comme beaucoup de polluants en fait. Beaucoup de polluants pour la conservation ou la texture ou la couleur. D'accord. C'est un peu esthétique qui fait qu'on choisit qu'on choisissait, si comme nous on est passé un peu plutôt zéro déchet et à faire soi-même, qu'on choisissait un produit. Voilà. Je suis en du live. coup, il y a un impact vraiment direct sur notre santé et puis sur notre environnement, puisque ces pesticides, comme les pesticides qu'on utilise d'ailleurs dans l'industrie agroalimentaire, vont se retrouver dans les nappes phréatiques, où ils vont être absorbés par la faune, la flore et puis les sols. Et là, on va avoir un déséquilibre complet de notre écosystème. Finalement, c'est la même chose que quand on a de l'agriculture ou de l'élevage intensif et puis qu'on a beaucoup trop de nitrates et de phosphates et qu'on se retrouve à avoir une invasion d'algues vertes sur nos plages bretonnes. C'est exactement le même principe. Voilà, donc ça, c'est un des types de pollution qu'on a. Est-ce que tu penses à un autre type de pollution qu'on peut avoir sur... Basiquement, je pensais aux bouteilles plastiques sur la plage et compagnie et dans exactement. Alors, on a la problématique vraiment des emballages. Ça fait partie de notre pollution plastique plus de nos déchets, enfin de nos cosmétiques, pardon, on y reviendra juste après. Mais dans la pollution chimique, il y a autre chose dont on parle énormément, c'est les filtres UV qui sont utilisés dans les crèmes solaires. Voilà. Et oui. Ouais, ça c'est une grosse problématique. Quand on va se baigner. Bon là, toi je sais pas, mais en tout cas chez moi à Mulhouse il pleut, mais j'espère que le soleil va revenir. Et donc. Moi, j'utilise pas de crème solaire. Donc c'est la bonne attitude. Je ne mets pas au soleil en fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent de la crème solaire. Et c'est vrai que le problème qu'on a aujourd'hui avec l'utilisation de ces filtres UV chimiques, c'est qu'ils vont dégrader les milieux aquatiques, mais de manière irréversible. Et c'est d'ailleurs un sujet, on en entend beaucoup parler aujourd'hui quand on regarde dans les pharmacies ou autres les crèmes solaires, les pots de crème solaire, on se retrouve avec des petites indications. Je vais y aller. Exactement, éco-friendly, tout ça, parce que justement, on a ce problème. Alors, quel est le problème? Du coup, tu vas me demander. Il est assez simple, finalement. Le problème le plus important de ces filtres à UV, c'est l'impact sur les coraux. Oui, je n'osais pas dire, je me suis dit la barrière de corail, vraiment... tout ça, il me semble que c'est quand même très lié. Mais ça nous paraît loin, toujours. On se dit, est-ce qu'on peut avoir un impact sur cette immense barrière on a un impact de chez nous, un titre juste indicatif. Il y a à peu près environ 14 000 tonnes de crème par an qui sont déversées dans les océans. Et parmi ces 14 000 tonnes, c'est les crèmes solaires de tout le monde. Donc, même si l'impact est sur la barrière de corail qu'on ne voit pas ou qu'on n'a jamais vu, le problème vient en partie de nous. Comme beaucoup de problèmes, d'ailleurs, des pollutions. C'est engendré par notre responsabilité individuelle. Donc, 14 000 tonnes de crème par an qui sont déversées dans les récifs. On réalise pas quand on imagine 14 000 tonnes de crème se déverser. On se dit qu'il ferait bien de faire attention. Mais moi, je pense que c'est vraiment mieux de ne pas mettre de crème solaire et de faire des expositions très courtes au soleil. Et juste ce qu'il faut pour créer de la vitamine D et être en bonne santé, mais pas se faire cramer parce que, évidemment, on évite les cancers de la peau et autres. Et surtout, on n'a pas besoin de se tartiner de crème comme ça. Ça fait partie du monde d'avant. Exactement, le monde d'après, etc. C'est vrai que c'est hyper important. Après, comme je dis souvent dans une thématique de protection environnementale et de changement de mode de vie, souvent il faut y aller par étapes. Et c'est en prenant compte des impacts que tu as produit par produit que tu vas réussir à avancer. Donc peut-être que dans un premier temps,
puisque les gens, si parce vous que n'êtes pas prêts, vous internautes, à arrêter votre exposition au soleil, c'est important d'avoir conscience de votre impact, de faire ce qu'il faut pour le limiter, puis de passer une étape supérieure en se disant, bah, mon objectif, c'est à terme de ne plus m'exposer. Tout ce qui est vraiment transition, c'est des changements qui sont quand même assez radicaux, hein, souvent. Donc, oui, puis pour chaque produit, il faut pas se dire oh là là, je peux pas changer tout mon mode de vie. En réalité, c'est pas comme ça. Si on va changer une petite chose et entre le jour où on passe au shampoing solide, par exemple, sans bouteille plastique et le jour où on le fabrique soi-même, tout ça, c'est des étapes complètement différentes et on peut pas se dire je vais tout changer, je vais devenir ultra zéro déchet. Il faut y aller vraiment produit par produit et le faire parce que ça nous amuse aussi. Il faut pas que ce soit une corvée. Sinon, il y a des gens qui fabriquent des shampoings solides auxquels on peut l'acheter. Donc, il faut pas se dire je ne pourrai jamais faire ma transition. Il faut y aller effectivement, comme tu dis, étape par étape. ouais, exactement. Et Se puis, dire c'est que chaque surtout petit aussi geste de compte. prendre conscience des choses et faire ce qui nous parle le plus. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus important. Moi, par exemple, avec la longueur des cheveux que j'ai, au début, le shampoing solide, ça me parlait pas. Je me disais, je me sens pas de changer. Et j'ai commencé par le reste, je me suis rendu compte que ça fonctionnait et j'ai terminé par le shampoing solide, qui fonctionne très bien. Mais il faut vraiment faire ce qui nous parle le plus Ouais, et ce qu'on a envie de faire sur le moment présent. Donc voilà, hyper important. Et donc on génère 14 000 tonnes de crème solaire par an, c'est vraiment énorme. Et finalement sur nos coraux, c'est juste des conséquences qui sont irréversibles, puisque ces 14 000 tonnes font qu'ils sont exposés à des seuils 12 fois supérieurs à ce qu'ils peuvent supporter. Euh, donc là, on a vraiment une vraie problématique. Et puis, Donc, il sur meurt. eux, les conséquences, elles Il sont disparaît. finalement très visibles, puisque sur les coraux adultes, ils vont blanchir. Donc c'est ce qu'on voit souvent, ils vont blanchir, ce qui veut dire qu'ils pourront plus fixer le calcaire qui forme en fait leur squelette. Et de là, ils pourront plus se reproduire et ils vont finir par mourir. Donc on a une dégradation vraiment intense de nos barrières de corail. Et puis la problématique, elle est aussi sur les larves de coraux. On en parle peu parce qu'en fait, ça se voit peu. On voit souvent les coraux qui blanchissent. Ça, c'est très visible. On s'en rend très bien compte. Ils perdent leur couleur et donc ça nous marque. Mais les larves, en fait, ça agit comme des perturbateurs endocriniens. Et c'est en ça où c'est assez intéressant d'ailleurs d'avoir cette approche. Les perturbateurs endocriniens, finalement, ils vont endommager l'ADN des larves, qui est encore en évolution. Les larves vont se refermer sur leur propre squelette. Ouais. Et la survie d'un corail dépend de sa capacité à se fixer sur un substrat. Et si la larve, elle se referme sur son propre squelette, alors elle ne peut plus se fixer sur le substrat. Et elle ne peut donc plus vivre. Je vais y arriver. Donc, on a une mort directe des larves. D'accord. Bon. Donc, stop à la crème Bon, solaire. on sait ce qu'il nous reste à faire. Voilà, stop à la crème solaire. Surtout quand je vois des gens qui se tartinent et ensuite qui se jettent dans l'eau. Je suis là, mais Et ça, c'est toujours le même problème. C'est une histoire de marketing. Quand, à partir du moment où tu as besoin de crème solaire parce que tu as une peau qui est fragile, ce qui est mon cas par exemple, oui. on me dit la crème solaire, elle est waterproof. Et ben, c'est cool, je me protège dans l'eau. Parce que quand tu étais petite, Voilà. mes parents ont dit tu prends des coups de soleil quand tu es trop longtemps dans l'eau. Donc, Oui, parce que ça fait loupe. Juste, faut être exactement. moins longtemps. Faut arrêter le trop. Ça Faut résume arrêter l'excès. le changement qu'on doit opérer, d'ailleurs. Voilà, un peu de mesure dans tout ça. Donc voilà, donc ça c'était sur tout le côté pollution chimique. Puis après, il y a plein d'autres problématiques aussi sur nos cosmétiques. On a le cas du silicone, par exemple, qui est beaucoup présent dans nos cosmétiques. Lui est un problème parce qu'il met plus de 500 ans à se dégrader dans les sols. Donc là, on a vraiment une réelle pollution. C'est stocké dans les sols, ça se diffuse partout, c'est absorbé par les végétaux, par les animaux. Et puis on a la même problématique que les emballages plastiques qui jonchent nos berges, par exemple. On est vraiment dans la même dynamique. Et le dernier cas vraiment important à avoir en tête aussi sur la pollution générée par nos cosmétiques, c'est les fameuses microbilles de plastique. Exactement, j'allais te demander. Très, très juste. Dans les dentifrices et tout ça. Quand on a vu débarquer les dentifrices avec marqué avec microbilles,
Moi, j'ai commencé à me demander où allaient les microbilles dans mon corps déjà, parce que dans le dentifrice, parfois on en avale un peu. Et après, quand je me suis rendu compte sur ce que ça faisait dans les océans et partout, c'est Alors, dramatique, du mais coup, tu vas t'as l'expliquer entièrement beaucoup mieux raison, que moi. hein, les microbilles, on les trouve majoritairement dans nos gommages qu'on utilise beaucoup, et puis dans les dentifrices. Les petites fameuses pastilles bleues, bah, ce sont des microbilles de plastique. Et le problème, c'est qu'elles sont toutes petites, comme leur nom l'indique, et elles ne peuvent pas être retenues dans les stations d'épuration. On a parlé plus tôt, cette fameuse phase de dégrillage, elle ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas extraire les microbilles du reste des eaux. Et ça passe directement dans nos rivières et dans nos océans. Et le problème, c'est qu'elles sont si petites qu'elles sont directement ingérées par tous les poissons, etc. Et elles sont même absorbées par les végétaux. Donc on en a vraiment partout. Donc les planctons, tout le plancton, enfin, Ouais, tout y passe. et, Alors et ça la, les et à tue terme, quand ça les tue, non? Ouais. Vive l'homme. L'homme, c'est bien quand même, hein. c'est On est les vrai. plus intelligents. Oui, mais il n'y a pas de raison. On est là Non, mais pour on ça va d'ailleurs. dépasser tout ça, on va y arriver. Mais ouais, tout y passe en fait. On crée ce qu'on appelle un déséquilibre de la chaîne alimentaire. En fait, on insère un polluant externe, Ouais. et puis bah, le polluant va rester, qui contamine aussi bien le microplancton que le plancton que le poisson. Il va finir chez nous, et donc on va terminer le cercle vicieux, hein, qui est qu'on a produit cette microbie et on va la réingérer. On réingère. Pardon. Mm. Non, mais je réfléchis en même temps que tu parles et je me dis, hein, c'est vraiment terrible, quoi. Et on va Exactement. réingérer Et donc ça, des c'est poissons vraiment le qui ont problème. rien à Et faire. alors ça, c'est, on va dire, un Mm. premier cas. Mais le deuxième, c'est qu'il y a tellement de plastique et puis il y a tellement d'autres formes de polluants que les poissons et autres mammifères vont tout ingérer et ils vont mourir d'une surcharge, en fait, de polluants à l'intérieur de leur estomac. Mm. Ouais, du coup, ça, Ouais, qui peuvent c'est pas vraiment digérer ça, problématique. évidemment. Est-ce que tu connais l'expédition MED? Alors, l'expédition MED, c'est Méditerranée en danger. En fait, ils ont mené une campagne. Alors, ça commence à dater un Ouais. peu, mais c'est les derniers résultats qu'on a. Ils ont estimé la quantité de microplastiques qui était présente en Méditerranée. Et en moyenne, ils ont trouvé qu'il y avait 115 000 fragments de plastique par kilomètre carré. Énorme, sachant que bah, là, les Ouais. microplastiques, c'est pas que ceux issus des cosmétiques, mais le chiffre est quand même alarmant, hein. On sait aujourd'hui que en moyenne, on ingère 5 grammes de microplastiques par semaine. Ouais, non, mais c'est des délires. Séverine de WaterTrek vient de mettre un petit commentaire en disant qu'on trouvait même Ouais, des microbilles dans le sel de mer maintenant. Donc c'est comment? Eh ben en arrêtant d'utiliser des cosmétiques non sains. Parce qu'il faut effectivement dire qu'il y a beaucoup de cosmétiques sains qui ont plein de labels, Nature et Progrès, Slow Cosmétique, etc. Il faut vraiment faire attention à ces labels. Moi, je privilégie Slow Cosmétique ouais, et Nature et Progrès, qui sont plus bio que bio, dont les normes sont vraiment plus hautes. Et je pense enfin je pense pas, je sais que dans leurs normes, il y a évidemment pas tous ces polluants, il n'y a pas de microplastiques, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a plein de raisons cancérigènes aussi, enfin qu'on veut éviter, pour exactement. lesquelles prendre Alors des du coup, c'est vrai cosmétiques qu'ils ont, qui ces n'ont deux-là, pas ils ont un de cahier des charges qui est très cette année. strict. Et du coup, il faut l'avoir en tête, hein, c'est des bons labels. Je les recommande aussi d'un point de vue juste purement scientifique. Ils sont vraiment top. Mais outre les labels, d'un côté légal, les États essayent de faire avancer les choses aussi. Et je dis bien essayent. La France, typiquement, Mhm. a interdit l'utilisation de ces microbilles en 2018 dans les fromages et dans les dentifrices. La problématique, c'est Ouais. qu'encore une fois, on a une initiative Mhm. qui a été, entre guillemets, locale à l'échelle mondiale, hein, du coup, si on considère l'intégralité des pays, puisque il y a vraiment peu de pays qui l'ont mis en place, Mhm. cette interdiction, et en plus, elle ne concerne pas tous les produits. Donc, typiquement, un des autres produits dans lesquels il y a beaucoup de microbilles, c'est les fonds de teint, et cette loi n'interdit pas les microbilles dans les fonds de teint. Donc, serpent qui se mord la queue, les États essayent de mettre Ah en ouais. place des législations. Ouais. Et puis, ben, finalement, on se rend bien compte que ça peut pas être assez complet parce que la problématique du plastique, alors en général, hein, si on fait une aparté, elle est tellement prégnante dans la consommation, il y en a tellement partout
que il faudrait juste interdire le plastique tout court pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà. Donc là, c'est encore un peu le serpent qui se qui se mord la queue dans cette Mais Mais finalement, on avertira les gens et plus les consommateurs seront au courant de tout ça et éduqués finalement à tout ça. Puis c'est une éducation qu'on doit tous faire. Il y a tellement de choses à apprendre. Moins ils achèteront ce genre de choses. Et en fait, comme on a le pouvoir selon ce qu'on achète, ben évidemment, si on n'achète plus de fond de teint avec des microbilles dedans et qu'on privilégie par exemple le maquillage minéral, par exemple, qui est complètement naturel à base de poudre minérale et en plus qui est bon pour la peau. Là-dedans, il n'y a rien de. C'est minéral, c'est de la poudre de pierre, quoi. ouais. Donc, et ça marche très, très bien. C'est très efficace. Donc, par exemple, on peut privilégier ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, les États seront naturellement Oui, en fait, c'est amenés comme à nous suivre, en fait. exactement. Je pense que c'est comme dans C'est beaucoup de long, démarches. mais c'est Finalement, possible. le consommateur a une possibilité d'action qui est assez incroyable. En fait, on a la main puisque nous créons la demande. Mhm. Et à partir de là, il y a un exemple très concret finalement qu'on a pu voir, c'est qu'au Voilà. début, alors il y a, je dirais, 5-10 ans, le bio était encore difficilement accessible. Euh, et puis la demande est arrivée, il y a de plus en plus de personnes qui ont demandé d'avoir le bio, et aujourd'hui on se retrouve avec des rayons bio quasiment partout. Le zéro déchet, c'est pareil. On Mhm. a aujourd'hui des grandes surfaces qui ont des rayons entiers de Ouais. zéro déchet et de distributeurs Mhm. parce qu'on a fait cette demande. Ouais. Donc ça C'est vrai. c'est vraiment Mhm. vraiment important. Qu'est-ce que c'est? Les MUA, c'est quoi? Séverine me demande si j'ai déjà travaillé sur des tournages où les MUA Est-ce que utilisaient des c'est produits pas les naturels. Je ne sais pas ce maquilleurs que c'est peut-être? un MUA. Je ne sais pas. Peut-être. Et Je vais du pas coup, ouais, demander. on a parlé finalement donc, de cette pollution chimique. On a aussi cette pollution plastique, vraiment importante, donc entre les microbilles et puis les emballages. Voilà. Et puis, bah, il y a toute la question des perturbateurs Mhm. endocriniens qu'on a un peu abordé aussi. Il faut vraiment éviter l'usage, puisque ces molécules, elles vont interagir directement avec notre système hormonal et elles vont être capables d'affecter le métabolisme, nos fonctions reproductrices et puis notre système nerveux. Donc là, on a quand même une triptyque de choc, de mauvaises conséquences Mhm. d'utilisation d'une molécule. Le Oui. problème qu'on a, malheureusement, c'est que les Mhm. sources de ces perturbateurs, elles sont nombreuses, elles sont pas encore bien détaillées, et les conséquences aussi peuvent être très vastes. Donc c'est un sujet vraiment majeur en termes de santé publique. Alors je m'étale pas dessus, juste voilà, je le dis parce que c'est vraiment important. Euh, Mhm. Oui, c'est bien que les gens comprennent qu'il faut sauver les océans, mais que ça les exactement. concerne eux vraiment aussi au niveau de leur santé. On ne fait pas ça juste pour sauver une tortue, même si je trouve que moi, sauver les tortues, c'est important, mais il y a des gens qui seront peut-être plus sensibles au fait qu'ils sont en train de se bousiller, eux, la santé, et qu'il faut vraiment Mm. agir, et que oui, en achetant juste une bouteille de shampoing en plastique, en fait, Exactement. finalement, comme En le fait, c'est la serpent se mord la problématique queue, on se fait finalement du de mal toute à nous, quoi. pollution, c'est qu'il faut réussir à comprendre que quand on génère une pollution, qui dit pollution dit forcément perturbation de l'écosystème. Et l'écosystème, c'est aussi bien celui dans lequel on évolue. Mhm. Et donc, dans le cas de WaterTrek, on étudie les milieux aquatiques, mais ça pollue absolument tout. Et l'écosystème, c'est aussi nous. Nous sommes un écosystème. Notre corps est un écosystème et on doit l'alimenter correctement et l'équilibrer correctement. Donc, dès qu'on dit pollution et modification de Mhm. l'écosystème, les deux rentrent forcément en ligne de compte. Et c'est important vraiment de mettre les deux en parallèle pour se rendre compte que la problématique du plastique, c'est pas uniquement des tortues ou des dauphins qui sont enchevêtrés dans des résidus de canettes, on voit souvent ça, ou dans des sacs plastiques ou avec des pailles. C'est toute une dynamique qui est très complexe et Mhm. dont on est finalement les clés majoritaires pour faire évoluer les choses. Mais c'est bien de réaliser, comme tu le dis, qu'on a vraiment du pouvoir, en fait. On a le pouvoir, évidemment, tu parlais du pouvoir d'achat, mais on a vraiment du pouvoir à petite échelle autour de nous pour vraiment réaliser des choses, changer des choses, Ouais. faire nos propres cosmétiques. Et je peux répondre à Séverine, ce que j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Elle m'a répondu, make-up artist. En fait, sur des tournages, c'est très rare, c'est assez rare pour l'instant que les maquilleuses, maquilleurs aient des produits sains et bio, mais ça arrive. Donc moi, parfois, j'arrive avec mes produits et de plus en plus, ce que j'aimerais faire, c'est amener mes produits et pouvoir imposer en fait ce que je veux. Et puis parfois, c'est des échanges aussi. J'ai aussi appris plein de choses par certaines. Enfin, je pense là à une maquilleuse qui était très, très, très
porté là-dessus, qui faisait extrêmement attention même aux emballages. Et oui, ça arrive, mais comme tout, ça arrive doucement, par petits pas. Mais c'est vrai qu'il faut que la conscience de tout ce que tu expliques envahisse en fait chaque corps En de fait, ça se métier, fait doucement parce qu'il faut ça que va se chaque faire, ça se fait personne doucement. prenne la mesure de ses propres impacts et fasse les gestes en conséquence. Et en fait, c'est un processus qui est très long parce que de manière individuelle, aujourd'hui, Ouais. moi je sais que par exemple la transition vers mon zéro déchet, elle a demandé plusieurs années. Et même si je sais et que je travaille dans ce domaine et que du coup Mhm. j'ai conscience de l'urgence qu'on a aujourd'hui, je ne peux pas demander aux gens d'aller plus vite que ce que moi j'ai pu faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et donc, à partir de là, notre démarche, elle est aussi de dire, bah voilà moi mon expérience, voilà ce que je sais, voilà comment j'ai fait, et puis je vais vous expliquer. Et ensuite, c'est un individu qui va aller aider un autre individu, etc. Et puis ça va évoluer comme ça. Mais c'est vrai que ça demande du temps. Et De toute façon, j'ai réalisé qu'on peut pas, dans tous les domaines de la vie, on peut pas imposer quoi que ce soit aux autres, en fait, et on ne peut apprendre des choses aux autres, si toutefois on est à apprendre des choses aux autres, que par l'exemple. Donc en fait, il faut que ça commence par nous, et quand on tilte sur un truc, on commence à le faire, et puis les c'est autres ça. nous voient et disent, ah, tiens, tu fais comme ça, et comment tu fais? Et à partir de là, Exactement. Et on puis peut bah, c'est en long faire un parce qu'on cercle remet quand même en vertueux. question toute la manière dont on a été éduqué, dont on a vécu. Finalement, on se remet aussi en question de manière personnelle. Et je pense qu'au-delà de Ah l'aspect oui, c'est pratique, sûr. il y a aussi tout cet aspect derrière psychologique qu'il faut accepter et puis faire le pas d'après et aller avant. Mais du coup, tu vas nous... Ouais. Mais ça fait du bien, hein, en fait, de penser comme ça. Parce que nous, on est les pires générations, là. Je crois les 3 4 générations qui viennent d'arriver et qui sont arrivées depuis, voilà, 3 4 générations. Nos grands-parents et nos arrière-grands-parents vivaient bien, en Mhm. fait, assez sainement, parce qu'il n'y avait pas eu tout ce progrès euh, qui n'est pas que positif. Et c'est vraiment les générations qui arrivent maintenant ou celles qui sont actives comme nous, qui commençons à en prendre conscience, qui peuvent changer. Mais quand on était petit, on a vraiment été conditionné à le tout plastique, les biberons en plastique, évidemment, mais faire son Ouais. riz dans un sachet plastique individuel. Enfin, c'était le tout plastique en fait. On a vraiment découvert ça. Et là maintenant, il faut passer au zéro plastique. Et c'est facile. En réalité, il y a plein d'alternatives pour plein de choses. Même le film plastique alimentaire, on peut le remplacer. Tout est Exactement. remplaçable. Il suffit juste de regarder. En plus, ça existe. Il y a peu de choses. Il y a peu de choses pour lesquelles là maintenant, il n'existe plus d'alternatives. Il y a plein de gens qui ont inventé des choses à base d'algues. Je me dis ça depuis que je suis petite en plus. Depuis que je suis petite, je me dis, On mais peut les qu'est-ce qu'on va manger. faire avec ces algues? Ça y est. Et On peut les voilà, il y manger. a plein de... Ouais, pardon? Mais Les il y manger a vraiment aussi, plein de on peut les choses. manger, Hein. ouais. Puis d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, hein, c'est un des lives qui a été fait sur le Facebook, la page Facebook de WaterTech, avec justement la proposition de toutes ces alternatives au plastique. Donc, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, mais Je vais aller voir. c'est un vaste sujet, ouais, exactement. Et du coup, du point de vue des cosmétiques, maintenant qu'on a vu toutes les pollutions engendrées par les cosmétiques, hein, donc pour rappel, on a cette pollution chimique vraiment avec les pesticides, les silicones, etc. Même si bien sûr c'est non exhaustif comme liste. Et puis on a tout le côté pollution biologique et plastique, avec ben, nos animaux, nos végétaux qui vont ingérer et absorber les pesticides, les plastiques, les microbilles notamment, et la problématique des emballages. Du coup, que peut-on faire? Ouais. Dis-nous tout. Euh, Ouais, Tu me demandes qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux emballages. ouais, On a parlé du shampoing, enfin du shampoing solide. exactement. Tu me demandes si j'en connais d'autres, c'est ça? J'étais perturbée parce que je lis les commentaires en fait et je vois des copains qui passent et qui me disent bonjour. Au niveau des emballages, on peut déjà utiliser des emballages évidemment recyclables et qui ne polluent pas. Euh, Non, c'est ça. C'était pas du tout une question piège. Il y avait le fait de soit Aide-moi. acheter du directement solide. Ce qui énormément les emballages. On considère aujourd'hui que Ouais. utiliser un shampoing solide- Vas-y. Ah oui, je sais.
Je peux répondre. Alors en fait, non, mais je me suis rendu compte la dernière fois en allant dans mon magasin bio que chez Biocop d'ailleurs que on peut en fait carrément remplir. On amène sa bouteille, on remplit sa lessive. Alors moi la lessive, je la fais au Hmm, lierre hein, parce que la lessive naturelle au lierre, c'est top. du lierre et de l'eau et on chauffe et on a de la lessive. Fini. Et ça marche parfaitement. Il y a plein de recettes sur Internet, c'est très très facile. Et donc voilà, mais on peut remplir sa lessive si on a la flemme de le faire. On peut remplir son produit vaisselle, on peut remplir son shampoing, on peut remplir aussi. Qu'est-ce qu'on peut On remplir peut tout d'autre? remplir en fait. Plein de choses. Mais bah après, moi, je fais plein de trucs aussi moi-même parce que c'est tellement facile depuis que j'ai découvert qu'il suffisait de mettre 50 feuilles de lierre, un litre d'eau, les faire chauffer et que l'effet, la saponine, en fait, contenue dans les feuilles de lierre devient du savon et que ça lave très très bien. Je fais ça, on peut faire son produit vaisselle. Oui. Je fais aussi mes produits. D'ailleurs, je voulais te poser une question. Je fais mes produits. En fait, pour le lave-vaisselle, car j'ai un lave-vaisselle, on peut faire. Je sais qu'on peut utiliser encore moins d'eau, parce qu'il paraît qu'un lave-vaisselle, ça utilise soi-disant moins d'eau qu'une lessive faite à la main. Ouais. Une lessive, pardon, une vaisselle de vaisselle. Mais j'ai en fait fait ce calcul pendant le confinement parce que je m'embêtais et que j'avais commandé des cristaux de soude en grande quantité, du bicarbonate, mais je m'en suis pas servi, du sel évidemment, mais je vais pas te demander si le sel de mer pollue la mer hein, parce que jusque-là tout va bien. Acide citrique, cristaux de soude et sel de mer et ça me donne en fait une poudre qui lave parfaitement dans mon lave-vaisselle, donc c'est parfait. Et je mets à la place du liquide de rinçage un mélange d'eau et de vinaigre, pas que du vinaigre, sinon ça tue ton lave-vaisselle. Mais je voulais vérifier, je voulais te demander si les cristaux de soude, qui a priori sont du sodium, et l'acide citrique qui a priori est du citron, si ça avait un Alors, impact quelconque sur nos océans. Mais ouais, je te rassure, il n'y a pas de pas, mais souci. Moi, j'utilise rassure-moi, aussi rassure-moi. pour mes tablettes. Alors, pas pour la vaisselle, parce que j'ai pas de la vaisselle, mais pour les toilettes à base d'acide citrique et de cristaux de soude. En fait, Ouais, c'est ma c'est vraiment prochaine top. étape. Alors, du coup, Je pour répondre à t'assure, ta c'est ce que je question, veux faire, mais je sais pas. première chose, l'acide citrique n'est pas du citron, mais c'est ce qui est contenu dans le citron. Donc, c'est plutôt le sens inverse. Et alors, en soi, il n'y D'accord. a pas de souci sur la pollution de nos milieux aquatiques, Ok. puisque c'est des produits qui sont intégralement solubles. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, qui dit soluble, dit qu'ils vont se dissoudre dans l'eau. Voilà, ils Ah sont oui, pas polluants non plus, c'est du mais naturel, pas il n'y a pas de polluant souci. du tout. En revanche, là où il faut faire attention, mais comme dans tout produit qu'on utilise hein, finalement, c'est que les cristaux de soude, par exemple, c'est des bactéricides et des fongicides. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise pour nos nettoyants. Donc, bactéricides, ça tue les bactéries. Fongicides, ça tue les Mhm. champignons. Voilà. Et donc, ça tue Les champignons. forcément du vivant. Donc, on va éviter de vider un sachet de Ouais, 500 grammes de cristaux de soude dans nos toilettes par semaine. Voilà. Mais c'est exactement ce qu'on bien disait sûr. tout à l'heure. La réponse, c'est avec partie. Exactement. Donc ça, c'est vraiment Partie l'idée unique. générale. Mais sinon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Ok. pollution, c'est du naturel. Donc là, tu peux y aller sans problème. Le seul point d'attention Ok, qu'il faut ok, avoir sur super. les produits Je qu'on suis fait rassurée. soi-même, c'est les huiles essentielles, l'utilisation des huiles essentielles. Voilà. Oui, tout à fait. Ben, j'ai justement lu que c'était pas la peine d'utiliser des huiles essentielles dans nos lessives ou dans quoi que ce soit, parce qu'en fait, elles perdent leur propriété à chaud. Donc, vu qu'on fait des lessives à 30 degrés déjà, enfin au minimum, déjà elles perdent leur propriété, et qu'il faut des tonnes et des tonnes de fleurs pour produire un tout petit peu d'huile essentielle. Et quand on produit un petit pot d'huile essentielle comme ça, on produit pour produire ce petit pot-là, il faut des litres et des litres. Ça crée à Mm. côté des litres d'hydrolat qui ne sont pas utilisés, en général parfois jetés. Donc autant acheter de l'hydrolat si vraiment on veut mettre quelque chose dans sa lessive et le mettre surtout à la fin dans le compartiment adoucissant parce que là a priori ça va aller vers la fin de la lessive et ça Exactement. sentira bon Alors ça et va même ce plus loin que sera ça. En cohérent. fait, souvent dans les Sinon recettes, ça quand sert on à rien utilise d'en de l'huile mettre. essentielle, c'est même pas pour les propriétés de l'huile essentielle, c'est pour l'odeur. Et donc, il y a cette C'est ça, c'est pour problématique de la l'odeur. Mm. production de l'huile essentielle. Et le problème, c'est que là, pour le coup, c'est l'effet inverse des cristaux de soude. Ton huile essentielle, elle n'est pas entièrement soluble dans l'eau. Et donc, elle va partir dans les milieux aquatiques. Et là, pour le coup, ça va polluer les Mm. milieux.
Et donc, c'est plus… Ouais. Ouais. Et c'est très puissant, l'huile essentielle. C'est vraiment pas. Nous, enfin, sur un humain, déjà, il faut pas en Ouais, ingérer plus de 7 gouttes par la peau. Parce que, en fait, ce qu'on comprend pas toujours, c'est qu'on absorbe beaucoup plus vite une huile essentielle qu'on met sur la peau, parce qu'elle va directement dans le sang, que si on l'avale et qu'elle passe par notre système digestif et qu'elle est donc intégrée différemment. ouais, Donc, on n'imagine pas ce que ça fait sur un petit exactement. poisson. Donc, tu vois, Donc, il problématique faut vraiment double, faire je attention. confirme ton article, arrêtons d'utiliser les huiles essentielles. Ouais, N'importe comment. Parce ouais. que c'est En génial, fait, tout ce au-delà qui de est ça, mais pas dans chauffé nos ou lessives, quoi. mélangé, donc on arrête dans les lessives, dans les pastilles pour les toilettes, tout ce qui Voilà. potentiellement peut être rejeté, on arrête. Oui. Oui, tu peux Et en dans ma mettre. recette de déo, ça va? Je vais avoir le droit d'en mettre ou Pour pas? cette recette de déo, Bon. bah oui, c'est le moment. Tu veux que je te parle de mes recettes cosmétiques? Alors, j'ai pris des petites notes parce que je m'y perdais un peu tout à l'heure. Donc, déjà, pendant le confinement, je me suis dit, je vais faire un truc tout simple. C'est que j'ai suivi un tuto sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant le confinement pour sa peau. Et j'ai appris qu'on pouvait en 10 minutes se faire un tonique. On prend des feuilles de thym, du thym, donc c'est facile. Première fois, je l'ai fait avec du thym sec, du Ah oui, thym que j'avais ok. du thym d'herbe de Provence, quoi. Et ça m'a fait un liquide. Et donc, il faut le faire bouillir 10 minutes. Donc, ça s'appelle une décoction, c'est pas une tisane. Même si le thym, c'est très, très bon de toute façon. J'ai mis mes petites notes. C'est antiviral en tisane. C'est très bon pour les poumons et ça renforce la peau. Mais en décoction, on le laisse bouillir 10 minutes pour en extraire bien les propriétés. On filtre et ça donne en fait un liquide comme ça, plus ou moins rouge, qui rougit un peu aussi avec le temps et ça fait un tonique super pour nettoyer la peau. Et étonnamment, moi j'ai une peau sèche, un peu compliquée. Et en fait, quand je me passe ça sur le visage, je peux derrière ne rien mettre. J'ai pas la peau qui tire. C'est hyper agréable, ça a tout pour plaire. Et la seule chose à faire, Rapide. c'est de prendre du thym et le faire bouillir 10 minutes. Ça, c'est hyper facile. Après, en rapide et agréable et bon, parce que ça se mange, c'est les masques au miel. Et miel et c'est jus de citron et curcuma cannelle. Donc ça tâche, faut faire attention, il y a des moustiques. Donc le miel, évidemment, c'est antiseptique, antibactérien et anti-inflammatoire. Donc ça calme les petits boutons éventuels. C'est 2 cuillères à soupe de miel, une cuillère à café de jus de citron, bio, bien sûr, le miel aussi. Et ensuite, un petit peu de curcuma ou de cannelle. Et moi, je fais ça dans mon bain parce que ça tâche, mais comme C'est ça coule l'apéro ou le goûter en et même je temps, le quoi. mange. J'adore. Voilà. Et pour la recette, j'ai une recette de déo. D'ailleurs, petite dédicace à Vicky qui m'a initiée à ça et c'est vraiment génial. Donc, elle va d'ailleurs créer sa chaîne bientôt de cosmétiques bio. Je vous informerai. Et alors, le déo, c'est très facile. Je pense que tout le monde a déjà fait fondre quelque chose au bain-marie et c'est vraiment rapide. On met dans un petit récipient au bain-marie, donc dans une casserole sur le feu, une cuillère à café de cire d'abeille. C'est assez facile à trouver aussi. C'est pas indispensable. Donc, si vous n'avez pas de cire d'abeille, on peut le faire quand même, mais ça donne une meilleure texture. 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Ça, c'est très facile à trouver, surtout en magasin bio. On les trouve en pot blanc solide. Donc, on prend 2 grosses cuillères à soupe. Une à une demi-cuillère à soupe de maïzena, donc fécule de maïs. Ou alors, ceux qui connaissent et qui ont ça, c'est arrowroot. C'est une autre arrowroot, voilà. Une demi-cuillère à soupe de bicarbonate qui en fait absorbe la transpiration et qui agit comme un désodorisant. Et une cuillère à café de karité, de beurre de karité. Si on a la peau sensible, c'est très bien. Et enfin, les fameuses huiles essentielles, 12 à 15 gouttes d'huile essentielle de palmarosa. Ça, en fait, ça régule la transpiration, c'est antibactérien et désodorisant. Et donc, en fait, ce qui se passe, je reprends. On met la cire d'abeille, le coco, la fécule de maïs. Non, je me suis trompée. On met la cire d'abeille et l'huile de coco au bain-marie, juste pour que ça fonde. Quand ça a fondu, on enlève et on ajoute les poudres que j'ai dit C'est pas avant. partagé. On pourra remettre la recette hein, sur le site. Et en fait, voilà. Et si les peaux sont sensibles et qu'il y a des intolérances au bicarbonate, on peut mettre 2 fois la quantité de fécule de maïs
ou alors même, on peut mettre de la poudre d'oxyde de zinc. C'est voilà, à la place du bicarbonate. C'est pareil, c'est pour les soins des bébés. On retrouve ça partout. C'est pas du tout, ça calme les irritations. C'est très bien. Et ce petit déo, ça fait une petite crème. On en prend un petit peu comme ça tous les jours et puis on en met. Ça sent hyper bon. Et vraiment, ça remplace complètement les déos classiques, en fait. Moi, ça fait des années que j'ai pas acheté un déo Bah, classique. super. Mais en tout cas, pour ceux que c'est intéressé, nous, on va reposter la recette demain sur nos réseaux. Donc, comme ça, on pourra, voilà, vous pourrez tester à la maison. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment top, du coup. Bah, super pour, vas-y. Ah ouais, J'avais une autre si tu veux. Pareil, toujours Vicky qui m'a dit ça, c'est super cool. Alors, en top. fait, c'est un après-shampoing zéro déchet, donc je me suis dit que ça allait te plaire. C'est pour ça que, donc voilà, c'est ultra facile. Ouais, autant ce que j'ai expliqué avant, ça demande un tout petit peu de, bon, faut faire un petit bain-marie. Là, c'est rien. C'est un après-shampoing à l'avoine qui peut se faire aussi au maïs, à la maïzena, mais là, on va le faire au flocon d'avoine. Donc, c'est trop marrant, en fait. Je veux le faire, j'ai pas encore essayé. On fait bouillir 4 cuillères à soupe Ok. de flocons d'avoine dans 500 ml d'eau jusqu'à ce que ça devienne une crème. Ensuite, on le filtre dans un filtre à thé comme un filtre chaussette, là, tu vois, pour que ce soit vraiment très, très bien filtré. Et ensuite, on laisse reposer une nuit et c'est incroyable. C'est apparemment hyper doux, ça rend les cheveux hyper doux, ça démêle, ça hydrate. Et pourquoi c'est zéro déchet? Parce qu'une fois tu as filtré ta chaussette et tu retrouves tes flocons d'avoine, c'est pur. Tu as juste mis du flocon d'avoine et de l'eau, tu l'as fait chauffer, tu récupères tes flocons d'avoine et tu te fais un porridge. Ça, ça c'est pas mal. Donc voilà, et ça se conserve 3 jours au frigo. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire des grosses quantités. On en fait 250 millilitres, disons. On se fait cet après-shampoing une fois par semaine. Top. Et mais voilà, autre conseil chevelure, du coup, j'en profite. Moi, par exemple, je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine et à la fin de chaque shampoing, je fais un rinçage au vinaigre de cidre. Et donc, je prends une grande bouteille d'eau dans laquelle 1,5 litre environ, dans laquelle je mets une cuillère à soupe et demie, on va dire, de vinaigre de cidre, bien froid. Et à la fin de mon shampoing, quand j'ai tout fait, et ben, je rince là, une dernière fois ma tête avec cette eau additionnée de vinaigre de cidre. Et du coup, ça les démêle. Quand j'ai une... Et ben, ouais, je savais jamais cuillère à soupe, une cuillère à soupe et demie, ça dépend. Et ça démêle, ça les raffermit. Et moi, typiquement, ça redessine les boucles. Super. Et ça les fait briller, ouais. Et ça les fait briller surtout, je crois. Exactement. Donc, c'est un petit conseil shampoing. Génial, bah merci. Je vais essayer. Moi, je les lave aussi qu'une fois par semaine, j'essaye. Quand je suis à Paris, peut-être 1 à 2 fois par semaine. C'est difficile, hein, ça pollue beaucoup et comme je suis très souvent à Paris. Super. Mais, en tout cas, merci pour toutes ces petites recettes. Du coup, vous trouverez tout sur les réseaux. On va tout repartager. Hein, de toute façon, le live pour ceux qui n'ont pas pu le suivre. Et puis les petits conseils, etc. Et puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un autre live dont le sujet est encore à déterminer, puisqu'on aura peut-être une surprise. Voilà. Donc... Bon, en tout cas, merci. Ça me motive encore plus à faire avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis on pourra continuer à échanger ces recettes et puis les petits tutos. Voilà. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de... Super. Non, mais c'est génial. Merci à toi. Je suis contente de voir qu'il y a plein de gens qui travaillent sur tout ça, qui font attention. C'est vrai, on essaye. Et puis on a tous notre carte à jouer. Hein. C'était un peu la conclusion de ce live-là. Hein. On a tous et toutes la possibilité d'agir. Et donc, c'est à nous de faire le premier pas pour faire évoluer les choses. Voilà. Ouais. Merci, Laetitia. Et merci, à bientôt tout le monde et à la semaine prochaine. Bonne soirée. Ouais, merci.